Bonjour à tous. C'est notre première capsule vidéo. Ça va être relativement court parce qu'effectivement, sur la partie cours de thermodynamique, vous avez vu la partie application sur le rayonnement du corps noir, sur le bilan radiatif, donc à partir effectivement de la loi de Stefan Boltzmann, soit à partir de la loi de Vienne pour voir effectivement la température d'un corps à partir de sa couleur. On n'a pas vu l'application du pyromètre à disparition de filament, mais c'est quelque chose de standard, hein. Je veux dire, on a un filament et puis on fait passer un courant à l'intérieur. Donc il va chauffer, il va prendre une certaine couleur. Et puis on va observer un corps chauffé. Et quand effectivement le filament disparaît par rapport au corps qui est derrière, ben, ça veut dire qu'effectivement, on a un lien entre les températures et donc on peut remonter à la température du corps. Et après, il y a aussi la gamme dans laquelle effectivement vous émettez le rayonnement qui permet de savoir si un corps est transparent par rapport au rayonnement. Donc par exemple, le vert, il est transparent dans le visible et s'il est absorbant dans une autre gamme de fréquences, donc par exemple, le vert, il est absorbant dans l'infrarouge. Donc ça, c'est des grands principes. Donc, la loi simplifiée, effectivement, de Planck, elle est intéressante. Pourquoi? Elle est intéressante typiquement pour faire une leçon niveau deuxième, troisième année, hein. Typiquement, vous auriez à faire ça pour une leçon de CAPES ou d'agrégation. Vous pourriez avoir effectivement ces éléments-là. Donc, on va remonter depuis le début, on va regarder un petit peu en détail comment effectivement cette loi est établie. Donc, il faut partir au départ juste d'une boîte, hein. On a une simple boîte avec une dimension caractéristique, Lx. Donc, euh, à l'intérieur, on va considérer en définitive le rayonnement électromagnétique est une onde. Alors, si on regarde historiquement, hein, je veux dire, Planck, lui, pensait que c'était les bords qui étaient donc la matière qui avait une partie quantification, parce qu'effectivement, il y avait les oscillateurs quantifiés qui étaient connus à cette période-là. Donc, il pensait qu'effectivement, c'était la matière qui conduisait à la quantification du rayonnement. Alors Einstein, lui, en 1905, a été plus loin. Il a dit non, non, c'est pas la matière qui est quantifiée, c'est directement le rayonnement. Donc il a été un petit peu plus loin dans l'interprétation. Nous, on va reprendre effectivement la quantification du rayonnement. Donc on a notre boîte et donc on a une onde à l'intérieur. Donc une onde progressive, ben, c'est en EI oméga t moins kx. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, la valeur de l'onde soit la même sur les deux points, donc en 0 et en Lx. Donc si on veut qu'elle soit la même, il faut qu'effectivement, donc on va oublier un petit peu la dépendance temporelle, hein. Donc on a un EI kx, et puis on dit que, en définitive, en 0, ça vaut 1, et puis c'est égal à EI k L x, et donc là c'est un petit kx aussi, j'aurais pu mettre le x. Et donc, on dit que ça, effectivement, ça vaut 1. Donc, ça veut dire que la phase a varié de 2π. Donc, kx, c'est égal à 2π divisé par lx multiplié par un entier nx. Donc, voilà pour le vecteur d'onde, comment, effectivement, on l'obtient. Ça, c'est tout à fait standard. Donc, deuxième étape, donc je change de page, si j'y arrive. Voilà. Deuxième étape, en définitive, ben, c'est regarder combien on a de modes dans combien on a de modes. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'états. Donc, l'idée, c'est de dire, bon, ben, on est effectivement dans un système à trois dimensions, hein, avec kx, ky, kz. Donc, j'ai kz ici. Donc, je vais considérer une sphère qui est construite de petits éléments, là, de petits cubes. Et donc, mes petits cubes, ben, c'est les cubes élémentaires. Et donc, ce que je veux, c'est combien est-ce que j'ai d'états dans la sphère. Ben, je vais prendre juste le volume de la sphère.
divisé par le volume du petit élément. Donc mon nombre d'états, ça va être égal à quoi? Donc ben, je vais être effectivement dans un système à trois dimensions, donc en coordonnées sphériques. Donc je vais avoir la sphère 4pi K2 dk. Donc ça, c'est le volume élémentaire, effectivement, associé à la sphère. Donc j'ai la surface multipliée par le dk. Et donc mon nombre, ça va me donner, donc j'ai ma sphère qui est ici. La surface, c'est un 4pi K2. J'ai une épaisseur ici dk. Donc je vais avoir effectivement un nombre d'états compris entre k et k plus dk. Alors là, pour le moment, j'ai juste le volume. J'ai un volume, quand je dis le volume de la sphère, c'est le volume de ma petite coquille, hein. J'ai une petite coquille là, sphérique. Et donc il faut que je divise par le volume élémentaire d'un état. Donc le volume élémentaire d'un état, c'est 2pi sur L. Donc tout à l'heure, j'avais Lx, Ly et Lz. Donc je vais partir du principe que Lx, c'est égal à Ly égale Lz égale L. D'accord? Donc voilà, j'ai donc mon volume élémentaire. Donc ça, c'est le nombre d'états qui sont compris entre k et k plus dk, en considérant que j'ai un état par petit volume. Alors la question, c'est est-ce que je n'ai qu'un seul état? Donc en principe, dans chaque petit volume, ici, ben, je vais avoir potentiellement une dégénérescence. Donc, je peux avoir un nombre qui est différent de 1. Alors, qu'est-ce que je peux avoir effectivement comme dégénérescence? Ben, ce qui se pose, c'est en définitive, il faut regarder la polarisation du photon. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai une onde électromagnétique, d'accord? Donc, c'est un gaz de photon. Donc, c'est un gaz comme au sens, on l'a traité en thermodynamique, hein, comme un gaz parfait, hein. Donc j'ai un gaz de photons. Et donc chaque photon, ici, je vais avoir un photon dans la petite case. Et donc chaque photon va pouvoir avoir deux états qui vont être différents. Donc j'ai une dégénérescence qui est liée au spin du photon. Donc le photon, il a un spin qui vaut 1. Donc en théorie, je devrais avoir un nombre de spins qui est égal à plus 1, 0 et moins 1. Alors, ce qui se passe, c'est que le cas 0 ici, il n'est pas possible simplement parce que le photon va toujours à la vitesse de la lumière. Donc, je ne peux pas avoir une polarisation suivant la direction de propagation du photon. Donc ça, c'est impossible. Donc c'est très particulier. Et donc, du coup, il me reste deux états de polarisation. Alors, ces états de polarisation, c'est l'état de polarisation circulaire droite et circulaire gauche. Donc, j'ai deux états de polarisation. Et donc ça veut dire qu'effectivement, j'ai deux états différents. Et donc alors je vais changer de couleur ici. Donc ça entraîne le facteur 2 que je rajoute ici. Donc là, j'ai effectivement le nombre d'états associés au photon dans ma cavité. Donc nombre d'états compris entre K et K plus dk. Alors bien sûr, moi ce qui m'intéresse, c'est pas entre K et K plus dk, ça va être entre la fréquence nu et nu plus d nu. Alors pourquoi utiliser plutôt la fréquence que le vecteur d'onde? Ben, la fréquence est directement proportionnelle à l'énergie. Donc du coup, je vais pouvoir effectivement réfléchir en termes d'énergie. Et donc l'énergie, ben, du coup, forcément, l'énergie, la puissance, c'est les grandeurs que je vais mesurer. Je ne vais pas mesurer quelque chose en fonction de K. Donc il faut que je convertisse maintenant cette grandeur qui est en dk en grandeur qui est en d nu. Donc,
maintenant, je vais effectivement travailler sur la densité d'énergie. Donc pour la densité d'énergie, il faut que je reprenne effectivement mon nombre d'états, que je tienne compte de l'énergie de chaque état. Donc sur la densité d'énergie, je vais avoir la densité d'énergie, d nu, qui va être égale à l'énergie d'un état, h nu, multiplié par le nombre d'états. Donc le nombre d'états, on a vu que c'était 2 fois 4 pi. Et donc je vais convertir effectivement, donc j'avais un k qui est égal à oméga sur c, qui est égal à 2 pi nu sur c. Donc ici, je vais avoir un 2 pi sur c puissance 3. Ensuite, je vais avoir un nu de d nu. Donc j'ai dit que je divisais cette grandeur. Donc il me faut le nombre d'états. Donc j'ai pas fini de la partie effectivement sur nombre d'états. Et donc il faut que je divise cette grandeur, donc mon nombre d'états, pour avoir une densité par le volume. Donc il faut que je divise tout ça par L3, donc le volume de ma boîte. Et donc je trouve en définitive hein, la partie 8 pi h nu puissance 3 sur C3. Alors là, j'ai une partie de l'expression. Alors qu'est-ce qui me manque? Ce qui me manque en définitive, c'est la statistique de Bose-Einstein. Et cette statistique, c'est la physique statistique qui va me la donner, justement. Donc, je peux l'introduire de façon arbitraire en disant effectivement, j'ai une statistique. Vous avez un certain nombre de démonstrations dans les ouvrages. Alors, dans les ouvrages de physique statistique, c'est généralement bien traité parce qu'on tient compte du nombre de photons. Donc, le nombre de photons n'est pas fixe. Et donc, du coup, effectivement, c'est quelque chose qui est relativement complexe. La deuxième possibilité, c'est de faire quelque chose simplifié en considérant que vous avez un nombre constant de photons, mais ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, parce que l'hypothèse est fausse. Le résultat est juste, mais l'hypothèse est fausse de départ. Donc, soit vous faites effectivement la démonstration complète qui va vous prendre 2 pages de calcul et qui est un peu complexe, soit vous dites, en définitive, il faut que j'introduise le nombre d'occupations. Donc, le facteur d'occupation de Bose-Einstein. Donc, le facteur d'occupation de Bose-Einstein, il est fonction de l'énergie et il est fonction de la température. Donc, il vaut quoi? Il vaut 1 sur exponentielle de h nu sur kBt moins 1. Donc, ce facteur d'occupation de Bose-Einstein, on va le considérer, nous, comme effectivement un facteur ad hoc qu'on va rajouter dans notre expression. Ici, j'ai oublié le dénu, hein. Euh, Non, ici, c'était U nu. J'ai simplifié par le dénu. Et donc, du coup, je dois avoir... ouais, c'est bon. C'est avec le nu 3 nu2 et nu2 et nu. Et donc, ça fait nu3. Donc, ce facteur de Bose-Einstein, effectivement, c'est un facteur ad hoc que je rajoute. Et donc, ça tient compte du fait que, effectivement, quand je suis à haute température, la probabilité d'avoir un état, elle est pas infinie, hein. Donc, elle est dépendante de la température. Donc, quand je suis à basse température, je peuple plutôt les états de basse énergie. Et quand je suis à haute température, je commence à activer des états qui ont des énergies de plus en plus grandes. Donc, ce facteur de Bose-Einstein, je le rajoute effectivement ici, de façon un petit peu artificielle.
Donc, je vais multiplier effectivement ce facteur pour le rajouter sur cette partie-là. Donc, du coup, j'en arrive à une densité d'état, U de nu. Donc, je vais l'écrire en rouge, hein. Donc, 8 pi h nu 3 sur C3 multiplié par 1 sur exponentielle de h nu sur kbt moins 1. Et donc, vous pouvez retrouver effectivement toutes les lois qui sont associées par rapport à cette expression. Donc, si je reviens sur la page précédente, hein, donc la partie qui est ici, où je fais la démonstration, en définitive, c'est juste un bilan électromagnétique. Ça, vous voyez, effectivement, on peut y arriver relativement facilement. Et donc après, ben, il y a juste cette partie-là. Donc c'est pour ça que je vous ai marqué dans le document une démonstration simplifiée, parce que je n'ai pas fait la démonstration ici de la détermination du facteur de Bose-Einstein que vous voyez en physique statistique. Mais si vous connaissez effectivement ce que je viens de vous présenter sur la loi de Planck, c'est largement suffisant pour pouvoir faire effectivement une leçon niveau L2 et ensuite comprendre un petit peu les différents facteurs qui interviennent dans cette expression. Alors, on peut bien sûr aussi passer non pas en fonction de la longueur d'onde, mais en fonction, pas en fonction de la fréquence, pardon, mais en fonction de la longueur d'onde. Donc, ben, vous avez juste besoin de trouver le lien qu'il y a entre lambda et nu. Donc, vous savez que C sur lambda est égal à nu. Et donc, vous avez juste besoin de différencier cette expression-là, hein. Donc, ça fait un C, pardon, je voulais passer en noir. C lambda 2 d de lambda. Donc, je dérive cette expression-là. Et de l'autre côté, égale d nu. Et donc, dans l'expression U nu d nu, vous dites que c'est égal à U de lambda d lambda. Et donc, vous pouvez en déduire le... Pardon. Donc, si je vais gommer. Et donc, vous pouvez en déduire effectivement l'expression U de lambda. Alors, bien sûr, là, vous allez passer en valeur absolue, hein. Donc, le signe moins, il va disparaître. Et donc, vous trouvez U de lambda qui est égal à 8 pi h C2 sur lambda 5, 1 sur exponentielle de hc sur lambda. Après, je mets un kbt, moins 1. Et donc, cette expression, c'est celle qui est généralement représentée ici. Donc, vous représentez la densité spectrale d'énergie en fonction de lambda. Et vous avez effectivement la fameuse loi qui est de ce type-là, avec le maximum, donc le lambda m, le maximum d'émission qui est relié à la loi de Vienne. En termes d'application, comme je vous disais, effectivement, vous avez tous les exercices de thermodynamique. Mais ce qui me paraît intéressant pour vous, c'est de regarder aussi ce qu'il y a sur la partie document caméra thermique, qui explique un petit peu ce qu'on montre aux utilisateurs qui vont utiliser une caméra thermique, hein, un petit peu comment le concepteur perçoit la vulgarisation par rapport à la caméra thermique, parce que lui, bien sûr, il va beaucoup plus loin que ce qui est mis dans le document, mais il considère que c'est le minimum pour vulgariser. Donc on peut se servir de ça pour effectivement un cours typiquement dans le secondaire. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis bon courage pour la suite.